Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc la deuxième vidéo de Quasi Direct à Las Vegas. Comme je te disais, le but de ces vidéos c'est de partager des moments avec toi de ce voyage, et, des mains, des moments d'émotion, etc. Mais également des concepts pour que ça te permette de progresser aussi dans ton jeu. Aujourd'hui, je voulais partager avec toi justement un concept, tu l'as vu dans le titre, hein, je voulais parler justement de ces joueurs qui ont des difficultés pour bluffer, d'accord, pour se trouver dans des spots de bluff qui sont toujours en value ou qui sont passifs même parfois. Je vais t'expliquer justement les processus biologiques qui se passent en toi pour que tu puisses comprendre et essayer de te réadapter par rapport à tout ça. Je te parle de ça parce que j'ai un élève actuellement avec moi qui a des soucis de cet ordre-là. Au début de ma carrière de coach, justement, j'étais là à expliquer qu'il fallait absolument être agressif, qu'il fallait, qu'il fallait agresser parce que c'est l'essence du poker et ça nous permet de gagner un peu plus facilement dans ces conditions en étant agressif, bien évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, en termes d'information, tout le monde le sait. Pour autant, il y a énormément de joueurs qui n'ont pas la capacité de le faire. Et je parle bien de capacité. C'est-à-dire qu'ils ont l'intelligence quand même de comprendre qu'il faille être agressif pour jouer au poker. Le souci, c'est que ils n'ont pas la capacité. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je parle de capacité. Parce que tout simplement, ils sont souvent, la plupart de ces joueurs, sont souvent prisonniers, j'ai envie de dire, de leur système nerveux. Donc je vais t'expliquer brièvement, on ne va pas essayer d'être trop compliqué justement dans ces explications, c'est pour t'expliquer un peu comment tu fonctionnes. Le but, c'est de te montrer qu'est-ce qui se passe en toi pour comprendre pourquoi il y a des moments où tu te retrouves un peu immobilisé, que tu as envie de bête, tu as envie d'être agressif, mais tu n'y arrives pas. En gros, je vais t'expliquer le système nerveux, comment il fonctionne. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre dans le corps humain, c'est que tu as un système nerveux central qui est composé du cerveau, du cervelet et du tronc cérébral. Et tu as un système périphérique qui est tout le reste du corps, voilà, pour faire simple. D'accord ? Donc ton système nerveux, il est séparé en deux. Le côté un peu plus complexe, c'est que même ton système nerveux périphérique, lui, est séparé en trois. Donc il y a une partie qui s'occupe justement de tout ce qui est côté digestion, etc. On va pas en parler, je me rappelle même plus du nom tellement je m'en sers pas, tu vois, je vais être sincère avec toi. Et il y a le système nerveux somatique et le système nerveux autonome. Le système nerveux somatique, pour faire simple, c'est tout ce qui est lié au mouvement du corps, etc. Donc c'est plutôt ce qu'on appelle aussi le système conscient du système nerveux périphérique. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, donc, c'est le système nerveux autonome. Donc tu en as entendu parler certainement, le système nerveux autonome, c'est tout ce qui gère le côté. Il gère aussi le côté digestion, le côté digestif, le flux sanguin, les pulsions cardiaques, etc., etc. D'accord ? Donc il y a tout ce qui se fait automatique qui te permet de respirer, qui te permet de vivre. Tout ça est autonome. Et bien évidemment, tu n'as pas à gérer tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce système nerveux autonome, il est aussi coupé en deux modes. Donc le niveau en mode sympathique et en mode parasympathique. Donc ça, tu as certainement dû certainement en entendre parler, pardon. Et qu'est-ce que c'est que ce mode sympathique et ce mode parasympathique ? Tout simplement, le mode parasympathique, c'est le mode qui va te permettre d'être relax, d'être cool, d'être en mode un peu repos, tu vois, pour faire simple. Le mode parasympathique, lui, qu'est-ce que c'est ? C'est le mode justement qui va te permettre de survivre de manière générale. C'est dès lors que tu vas avoir du danger, il va y avoir ton rythme cardiaque qui va augmenter pour la fuite ou pour le combat. D'accord ? Donc ça, c'est tout un système qui s'est mis en place dès le départ dans notre évolution pour justement être en mode survie. Le souci, c'est que dans notre société, on est souvent, on construit un petit peu des dangers et donc du coup, on se retrouve souvent en mode sympathique, donc en mode un petit peu activation, ce qui fait qu'on est toujours stressé, d'accord ? Donc voilà, c'est aussi le côté sympathique, c'est ce qui va générer également le stress. Vous allez également émettre du cortisol dans votre corps, de la noradrénaline, je vais y arriver, l'adrénaline, etc. Donc toutes ces substances qui vont vous rendre un petit peu actif, un petit peu en boost d'énergie, etc. Donc tout ça, je t'explique parce que c'est important de faire la différence entre ce côté sympathique et ce côté parasympathique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant au poker, vous êtes souvent justement en sensation de danger, d'accord ? Donc cette sensation de danger que vous avez, des fois vous la sentez justement au niveau de votre corps, au niveau de la sensation de votre ventre, la boule au ventre, etc. Ce qu'il faut comprendre dans ces moments-là, c'est que c'est aussi votre système nerveux qui prend des informations. Il y a une théorie, en fait, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais il y a une théorie qui dit
qui parle de neuroception, c'est-à-dire qu'on a les sens qui sont en éveil et qui vont tout de suite, de manière automatique, vous montrer si vous êtes dans un environnement qui est dangereux ou qui est plutôt sécure, d'accord, ou qui est safe, qui est sécurisé, où vous n'avez vraiment pas de danger. Et donc ça se fait de manière automatique et effectivement, au poker, c'est aussi des sensations, on pourrait le transposer au poker, puisqu'au poker, il y a des situations, il y a des environnements où on se sent en danger dans des coups, et il y a des situations où on se sent justement en sécurité, on sent qu'on est en value, donc on va y aller et on n'aura pas de soucis pour y aller, dès lors qu'on a du jeu par exemple. Et bien évidemment, quand vous êtes en bluff, bah, vous êtes plutôt dans un environnement qui est dangereux. Donc à partir de là, vous allez activer dans ces moments-là plutôt le côté sympathique, d'accord, qui va être le mode combat ou fuite. Et donc le mode combat, bah, c'est quand vous allez justement tenter de bluffer, d'accord, et le mode fuite, bah, c'est quand vous allez commencer à arrêter votre bluff, ou tout simplement que vous n'allez carrément pas le faire. Et donc il y a des joueurs bah, voilà, qui sont souvent bloqués justement dans ce côté, qui veulent faire des choses, mais qui sont bloqués aussi par leur système nerveux, parce que le côté neuroceptif, c'est-à-dire que la neuroception que vous allez avoir dans l'environnement, à un moment donné va être trop fort en termes de danger, c'est-à-dire que votre perception du danger va être tellement forte que même quand vous avez commencé un bluff et qu'il faudrait faire peut-être le deuxième ou le troisième barrel, vous n'allez plus être capable de le faire, parce que vous allez tomber dans un troisième mode derrière, qui est le troisième mode où vous vous sentez vraiment en danger, votre cerveau est en mode de danger de mort, en mode de survie, concrètement, et c'est le mode d'immobilisation, c'est-à-dire que vous êtes complètement immobilisé. Vous l'avez vu, hein, d'ailleurs, des fois, il y a des gens ils sont en danger, ou même les animaux. Hein, quand il y a un lion, puis vous voyez une biche qui s'arrête et qui est complètement figée, c'est qu'elle est dans ce troisième mode, donc ce mode survie, ce mode immobilisation. Quand vous faites braquer en fait avec un flingue, par exemple, vous serez aussi dans ce mode immobilisation. Il y a des personnes, il y a moins besoin de danger pour arriver à ce mode-là, tout simplement, je sais pas, il y a une bagarre, vous avez envie d'intervenir, il y a des gens qui n'arrivent pas à intervenir. Pourquoi? Parce qu'ils sont en danger, etc. Et ils n'arrivent pas à faire quoi que ce soit. Même quand ils se font agresser eux-mêmes. D'accord? Donc là, effectivement, ce troisième mode, c'est compliqué de faire quoi que ce soit. D'accord? Je ne vais pas aller trop loin en détail parce que je pourrais encore vraiment en parler beaucoup de ces modes-là et on va essayer de rester quand même simple. Ce que je vais vous faire comprendre dans cette vidéo, pour rester simple, c'est que vous avez 3 modes de fonctionnement: safe, en mode combat ou fuite et en mode immobilisation. Dès lors que vous commencez, même quand vous commencez à arriver dans un bluff, vous allez arriver donc dans le mode sympathique, d'accord, donc vous allez être au combat, vous êtes un petit peu en mode stress, et à un moment donné, si effectivement votre perception du coup, elle est trop dangereuse, vous allez arrêter de faire le bluff. Le souci, c'est que forcément, il y a des moments où vous n'allez pas être capable, parce que la plupart de ces personnes-là donc sont dérégulées, c'est-à-dire qu'ils sont plus en mode justement sympathique, voire immobilisation quand le danger est trop gros, en tout cas leur perception, et il va falloir justement travailler sur ces perceptions, puisque souvent, comme je vous disais, ils voient des perceptions qui n'existent pas, c'est-à-dire qu'il y a des dangers qui semblent très gros, mais qu'au final sont plutôt petits. Et vous le voyez, hein, quand je vous dis c'est automatique, vous prenez le cas de figure où vous êtes dans la rue, vous marchez, vous entendez du vent et du bruit des feuilles qui bougent, des fois ça peut nous faire peur parce que voilà, on est sur le qui-vive. C'est un petit peu particulier et on se met en fait un peu en mode stress. Je vais vous expliquer un coup justement où on va voir ce mode de fonctionnement, mais avant de parler de ce coup, je voulais quand même insister sur le fait que dès lors que même vous avez ce problème, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le côté biologique qui va fonctionner, et donc le côté biologique, nécessairement, il va être automatique et il va se mettre en place. Ça va être un pattern, une routine qui va se mettre très très facilement en place. Pour régler ce problème, de manière générale, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'il va falloir élever son niveau de conscience par rapport au problème, à ce problème, et comment vous fonctionnez, pour justement pouvoir le gérer. Comme Einstein disait, pour régler un problème, il faut avoir un niveau de conscience supérieur à celui qui l'a engendré. Un truc comme ça, je connais pas toujours les proverbes par cœur, mais voilà, l'idée générale, c'est ça. Ok, donc ici, je suis dans un coup à table avec mon élève, et il décide de relancer 15 au cut-off avec paire de 8. Il y a juste la big blind qui va coller 15, et il se retrouve donc à 2 sur ce flop. Le flop donne As, 9, 4, je draw à trèfle, et donc la big blind check, et mon élève décide de faire un set bet range, tout simplement, de 15. La big blind va payer assez rapidement et va venir donc ce turn qui est la doublette de l'as, mais qui cette fois donne aussi un tirage carreau. Ici déjà, on va commencer à contextualiser un peu, c'est-à-dire que le joueur qui est en big blind est un joueur
protecteur, c'est-à-dire que voilà, il faut savoir qu'il y a des joueurs, c'est des notions qu'on n'entend pas énormément en live. Moi, en fait, où je travaille beaucoup avec mes élèves, c'est qu'il y a des profils qui sont protecteurs, il y a des profils qui sont piégeurs. Des fois, même certains protecteurs peuvent se transformer en piégeurs, mais dans des spots, dans des boards qui sont assez safe. Ici, il y a un double tirage, c'est-à-dire qu'il y a un tirage carreau et un tirage trèfle. De manière générale, les profils protecteurs dans ces conditions-là, ce sont des profils qui sont plutôt pessimistes, donc qui commencent déjà à anticiper des scénarios. Et la plupart du temps, voilà, l'idée qu'une couleur sorte leur fait peur. Donc quand il y a 2 tirages couleurs, ça leur fait encore plus peur. Donc du coup, ils ont plutôt tendance, vraiment c'est une grosse tendance, même j'ai envie de dire, dans ces spots-là, à sortir du bois si jamais ils sont forts, et donc à être plutôt agressifs et à mettre des parpaings. Lui, c'était vraiment son cas de figure, il envoyait des gros parpaings, on l'a vu, on l'a identifié. Malheureusement, ici, vous voyez, sur la deuxième as, donc il va checker, mon élève va décider d'envoyer un deuxième barrel, donc transformer vraiment sa main en bluff ici. Il estime qu'effectivement par rapport à son image, puisqu'il est plutôt serré, qu'il représente bien un as, à ce moment-là il sent pas trop son adversaire sur un as, donc il décide d'envoyer ce deuxième barrel à 50. Et l'adversaire donc va mettre un peu de temps, il va être là, on sent déjà au niveau de son comportement qu'il met du temps à payer. Comme je vous l'ai dit, je ne pense pas que ce soit un profil piégeur, donc du coup quand il paye, on sent bien qu'il n'a pas d'as, et à ce moment-là le pot fait déjà 170 €. La river sort, donc c'est une brique, il check à nouveau, mon élève a un peu plus de 100 €, à 100, ouais, il doit avoir 100 € à peu près devant lui encore. Et là, effectivement, il a une paire de 8. Donc là, il y a 2 possibilités, hein, bien évidemment. Il y a soit, effectivement, notre adversaire qui était sur un tirage, qui a cherché un tirage, donc la misée ne servira à rien. Mais il a également des paires intermédiaires. Le souci, c'est qu'il peut avoir des 9 dans sa main de temps en temps. Il peut avoir des paires de 10, il peut avoir des paires de valets. Donc là, effectivement, on a perdu. Ici, grosso modo, quand on a 100 et qu'il y a un tapis à 170, à peu près, il me semble, de tête, hein, j'ai pas encore mis le coup, il va falloir que je vous le mette sur une application. 170, il va falloir qu'il gagne à peu près, ça doit être 60% du pot environ, donc on doit gagner environ de 40% du temps quand on transforme notre main en bluff pour gagner le coup. Comme on l'a vu, là, si on commence à contextualiser, c'est-à-dire que là, on contextualise, on se dit souvent que ce profil protecteur n'a jamais un as ici parce qu'il serait sorti du bois. Moi, vraiment d'expérience, je peux vous le dire. Ici, je sais qu'il n'a pas d'as. Je vois également son comportement pour payer à la turn. On sent déjà qu'il est en difficulté juste pour payer les 50. Et l'autre élément qui nous donne également, il y a un tel qui va nous donner sur la river. Il va être vraiment en mode observation pour voir justement s'il y a vraiment du danger. Donc, il va vraiment observer notre élève et pour voir effectivement ce qu'il ressent, si vraiment il a un as ou pas. Et là, il y a un bon spot de bluff à prendre, hein. Je pense qu'ici, il faut mieux tourner la main en bluff, puisque quand il le regarde comme ça, on sent bien qu'il a de la showdown value. Sinon, il aurait pris le spot de bluff. S'il était capable, hein, c'est pas toujours le cas non plus. Mais le fait qu'il semble aussi intéressé dans le coup et voir ce que son adversaire va faire nous montre qu'il a quand même de la showdown value. Donc là, à mon sens, ici, sa paire de 8 n'est pas suffisante. Donc il faut vraiment transformer la main en bluff. Il faut que ça passe 40% du temps. Sauf que là, mon élève a un souci, c'est que ce que je vous disais au départ, son niveau de perception, au niveau de la neuroception, le sent trop en danger et son système nerveux autonome donc va se mettre en mode immobilisation. Il a envie de faire le bet, il a vraiment envie d'y aller, mais il n'y arrive pas. C'est-à-dire que voilà, il sent qu'il y a quand même une ouverture, mais il y a tout un langage, c'est-à-dire qu'il y a tout son côté, l'amygdale qui s'est mis en route, qui lui montre du danger. Et il n'arrive tout simplement pas à faire le bet, et donc il va décider de checker. Alors que si on prend des indices, parce que c'est ça aussi le live, c'est les indices de tel, les indices le timing qu'il met en fait pour payer, le fait qu'il soit protecteur et qu'il ait du genre justement à protéger, etc. On sent bien qu'effectivement c'est le bon spot pour le faire. Maintenant, je vous le dis sincèrement, est-ce qu'il paierait pas ou non, parce qu'il a 9 et 10, il a checké la river, il a 9 et 10 en main. De temps en temps, peut-être qu'il paierait. La réalité, c'est que mon élève est quand même serré, il joue pas n'importe comment, il fait pas n'importe quoi. Et je pense que sur le bet, vu la difficulté déjà pour payer les 50, je pense qu'il fold beaucoup plus que 40% du temps, moi personnellement, clairement. Donc c'est un spot qui est rentable à mes yeux par rapport aux éléments que j'ai de profiling sur la table.
Est-ce qu'il folderait tout le temps? Non. Peut-être qu'il y a une partie du temps forcément où il paierait, mais c'est pas grave, puisque pour générer de l'argent, il va falloir juste qu'il folde au moins 40% du temps. Et je peux vous assurer que les 40%, on est bien au-delà. Je pense qu'on est au moins à 70% minimum. Je pense même qu'on est au-delà. Donc on va forcément générer de l'argent dans ces conditions-là. Donc voilà, c'était pour vous montrer, vous voyez, il y a des moments où on a des éléments, mais le seul facteur que lui, son système nerveux a pris en compte, c'est qu'il a mis 50, ce qui était en fait voilà, une petite somme, pas énorme non plus, mais sur le 1-3, voilà, il n'avait pas un gros tapis non plus, il a mis un tiers de son tapis. À ce moment-là, il avait 150 devant lui, mais 50, ça me représente de la force. Et quand il est payé, bah, son système nerveux, lui dit simplement, ou plutôt son amygdale, lui montre du danger. Et donc son système nerveux, à ce moment-là, autonome, va se mettre en mode immobilisation. Il a malgré tout l'effort, l'envie cognitive pour y aller, mais il n'a pas réussi à le faire. Allez les amis, donc voilà, je termine ma vidéo ici. Je suis parti un peu brusquement puisque j'ai commencé la vidéo juste avant de prendre mon bus pour aller faire ma session hier soir. Il est 6 h du matin, je viens de terminer. Là voilà, je vous partage en même temps avec mon téléphone. Je vous fais quelques petites prises de vue en même temps. Et donc je voulais terminer pour vous dire que voilà, vous donnez quand même quelques solutions justement pour travailler là-dessus. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la neuroplasticité du cerveau, donc c'est-à-dire que votre cerveau va changer au fur et à mesure du temps que vous allez lui inculquer des nouvelles choses, que vous allez apprendre et surtout que vous allez pratiquer des nouvelles choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez devoir le faire en plusieurs étapes pour commencer à travailler, d'accord? C'est-à-dire que le premier point que vous devez travailler, c'est donc cette prise de conscience. C'est déjà de travailler, d'être capable de faire de la conscientisation. Je vous parle beaucoup de conscientisation, de la pleine conscience, etc. C'est la première étape déjà de savoir être dans le moment présent. Et dès lors que vous arrivez à être de plus en plus souvent dans ce moment présent, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien tout simplement, il va y avoir des choses qui vont être intéressantes, c'est-à-dire que vous allez pouvoir commencer à justement conscientiser de manière beaucoup plus fréquente. C'est-à-dire que la conscientisation, c'est voilà, penser vraiment contextualiser aussi, vous voyez, c'est conscientiser, contextualiser. Tout ça, c'est des choses qui vont vous demander d'être là, d'être dans le moment présent et d'être vraiment focus sur de l'introspection. Et la pleine conscience, c'est un peu ce que ça va vous emmener, concrètement, la pleine conscience, ça va vous emmener tout ça. Donc ça, c'est vraiment les deux points à travailler en premier. Pleine conscience, conscienter le moment présent, conscientisation, contextualisation. Et plus vous allez répéter ça, plus votre cerveau va être bon là-dedans. C'est-à-dire que vous allez activer des zones de votre cerveau que vous n'utilisez pas beaucoup de manière générale en mode automatique. Comme je vous l'ai dit, le cerveau prend des raccourcis. Donc en mode automatique, il ne va pas le faire. Et plus vous allez le faire, plus voilà, ça va être une gymnastique intellectuelle, un peu comme quand vous voulez faire grossir les muscles, etc. et avoir plus de performance au niveau physique. Il va falloir faire des exercices spécifiques, il va falloir faire des entraînements spécifiques. Et c'est ce que je fais justement avec mes élèves. J'essaye de mettre en place des protocoles, comme je vous l'ai dit. Je fais aussi maintenant, je vais commencer à me lancer vraiment de plus en plus dans la préparation mentale. Je me forme vraiment très dur pour tout ça et bien évidemment vous pouvez aussi le faire vous-même tout seul de votre côté. Vous n'avez pas besoin de prendre non plus un coach pour faire ça, ça va demander certainement plus de temps, il va falloir faire des recherches, etc. Donc vous pouvez le faire tout seul. Moi d'ailleurs il y a beaucoup de choses que j'ai fait tout seul de mon côté. Maintenant je paye aussi pour avoir accès à un peu plus de connaissances et de protocoles justement. Et effectivement on gagne du temps en faisant ça. Donc voilà, les étapes c'est ça, c'est conscientisation, contextualisation, ça c'est les deux gros étapes et après vraiment pratiquer. Et vous allez commencer à avoir un peu plus de résultats, vous allez commencer justement à muscler un peu justement votre, votre relation à la peur, votre relation à tout ça. Vous voyez, c'est plus vous comprenez comment ça fonctionne en vous, plus vous comprenez comment vous fonctionnez, plus vous allez pouvoir ajouter des petites choses, vous allez pouvoir justement vous adapter à vous, d'accord? C'est comprendre comment on fonctionne, c'est déjà la première étape. Être conscient des problèmes qu'on a, être conscient que voilà, on fonctionne de telle ou telle manière, parce qu'on a tous un mode de fonctionnement qui est plutôt récurrent de manière générale. Et donc apprendre votre cerveau justement à sortir de ces habitudes-là et à commencer à faire autre chose, vous allez commencer un petit peu comme quand vous êtes dans une forêt, le chemin il n'est pas balisé ni quoi que ce soit. Voilà, donc le but c'est que tous les nouveaux chemins neuronaux que vous allez commencer à créer, il va falloir apprendre à baliser le chemin. Le chemin il n'est pas fait, donc ça demande du temps un peu à baliser ce chemin-là pour que votre cerveau ensuite, une fois que le chemin il est bien balisé et qu'il est bien fait, il prenne ça en mode automatique. Mais ça demande effectivement du temps, c'est du
travaille en plusieurs étapes. C'est pour ça aussi que ouais, je travaille autant sur ces neurosciences, autant sur ce mental, etc. Puisque ce qui est intéressant dans le poker, où ça va justement me permettre de progresser sur des choses, ça va aussi se reporter dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que de manière générale, quand on joue au poker et qu'on est un peu craintif au poker, on est un peu craintif aussi sur pas mal d'autres choses dans la vie. Parce qu'on a toujours ce mode de système nerveux qui nous crée des craintes qui n'existent pas toujours. Et à l'inverse, les joueurs qui sont très agressifs au poker, qui sont un peu foufou et tout ça, dans la vie ils le sont aussi, de manière générale, ça va ensemble. On joue au poker un peu comme on est dans la vie. Donc s'il y a des choses qui vous gênent au poker, que vous n'arrivez pas à surmonter toujours vos peurs, vos craintes, etc., sachez que c'est des exercices que vous allez pouvoir faire donc, pour améliorer votre poker, améliorer votre agressivité, mais que ça va aussi se répercuter dans votre vie de tous les jours. Et c'est là où le poker, à mon sens, au-delà de toujours vouloir gagner de l'argent, etc., vous allez pouvoir faire des changements qui peuvent être profonds et qui peuvent changer pas mal de choses dans votre vie. Donc moi, c'est aussi là-dessus que j'ai envie de tabler aujourd'hui dans l'apprentissage du poker. Ça vous aide à gagner de l'argent, mais ça vous aide également à vous améliorer grandement dans votre vie. Si vous avez envie de travailler là-dessus, n'hésitez pas aussi à me contacter. Pas maintenant, je ne suis pas disponible pendant 3 mois, comme je te disais, j'ai plus de coaching à faire maintenant. Mais voilà, si vous avez envie de travailler sur des choses comme ça, c'est des choses aussi qu'on peut faire ultérieurement. Prenez soin de vous en tout cas, et voilà, sachez que c'est pas marqué dans le marbre, vous pouvez changer beaucoup de choses chez vous. A plus, ciao.